Usajebugi To Jujimedo Shamriravinji Nideyamari Sangejendu Mirwali Dogu Namdajila Chevarayo Idam Gurulana Mandala Kani Atayani. There are, is that actually on? Can you hear me in the back? Right. Tout le monde peut entendre au bout de la salle. There are a few things Il y a that plusieurs choses perhaps could be qui pourraient peut-être explained, être expliquées. and maybe not everything, Peut-être pas tout, because that'll take all the time. parce que ça prendrait tout le temps. But it would be good to leave some Mais time ce serait for bien simplement de laisser quelques questions just de temps pour quelques questions, to make sure that you've pour être understood. sûr que vous avez compris. Dependent arising. Donc l'existence That's dépendante, our first topic, c'est notre premier thème. and I think here, Je pense qu'ici, what I believe I explained donc ce que je was pense already, avoir but expliqué good to repeat, déjà is a été that fait, mais c'est bien de répéter. wisdom is to La obey sagesse, the word. c'est So when we d'essayer de say comprendre le you mot. have to have both the wisdom of Vous avez la sagesse voidness, de la vacuité emptiness, and dependent et arising, vous avez l'existence dépendante. Insight into the Cela relationship me donne between the l'impression two. qu'il y a cette relation entre les deux. Oh, you're doing simultaneous, I forget. So that's why Et donc c'est pourquoi to j'aimerais go to the definition, aller dans la as définition, we find in, comme elaborated on la trouve in the text élaborée of the Nalanda masters. dans les textes des maîtres de Nalanda. That to verify C'est vérifier. that in accord with what Buddha said, En accord avec ce que le we Bouddha a should dit, check everything that he said, c'est vérifier tout ce qu'il a dit, not accept out pas of simplement respect, l'accepter par respect, check for yourself. That means mais de verify. vérifier par soi-même, de vérifier les choses pour vous-même. Verify means to assert that it's true. Pour vérifier que c'est vrai ou non. What we what's involved is Ce qui est impliqué, possibilities. c'est connaître les possibilités. An object could be correct or Est-ce incorrect. qu'un objet pourrait être correct ou incorrect? That my way of knowing it Est-ce que ma façon de le connaître correct or est incorrect. correcte ou I could incorrecte? just be guessing. Ou est-ce que je I serais could en train be de deviner? unsure. Ou est-ce que je ne I suis could pas be- sûr? I could know for sure that I don't understand it. Ou alors je suis sûr que je ne le comprends pas. These different Il y a things toutes ces différentes we want choses to verify. que nous devons vérifier. So we want to verify. Et donc on veut vérifier que la vacuité est correcte. So we start with Donc on verifying commence à what we vérifier have, heard or read ce qu'on a entendu, lu, les explications correctes sur cela. I have gotten all the words On correctly. essaie de checker les mots eux-mêmes. That is very important. C'est très important. Very often not very good information. Donc, de savoir qu'une information incorrecte n'est pas valide. On entend une explication et on pourrait avoir noté ou mal compris. Et donc, on doit vérifier qu'on comprend telle qu'elle est. Si on y réfléchit, on doit vérifier qu'on a compris correctement cela.
Ensuite, à partir de notre méditation, notre pratique méditative, donc ça veut dire avoir des habitudes saines, bénéfiques. On l'incorpore. Donc, de la façon dont on guide sa vie. Nous serons attentifs. Donc, à ces projections, et pour faire en sorte que les choses seraient réelles. Et lorsqu'on vérifie la vacuité, on doit vérifier l'existence des parlantes aussi. Si nous avons vérifié l'existence des parlantes, donc on a vérifié la vacuité parce que l'existence des parlantes ne fonctionne que sur la base de la vacuité. Quand nous avons vérifié la vacuité, la vacuité ne peut exister que dans le contexte de l'existence dépendante, que les choses sont dénuées d'existence de manière impossible, mais néanmoins, elles fonctionnent. C'est l'existence dépendante. Quand on emploie ce terme vérifier, c'est surtout la relation entre les deux, c'est de manière plus évidente. Il ne faut pas simplement vérifier qu'une seule. Donc, parce que si on vérifie l'une, on vérifie l'autre. Donc, on doit réaliser cela et à comprendre cela. Donc, les existences dépendantes, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est fondée sur différentes formes de ce mot. Forme grammaticale. Ce n'est pas un mot facile dans nos langues. On doit employer une phrase. C'est-à-dire que les choses dépendent de quelque chose d'autre afin d'être vérifiées. On ne peut pas vérifier quelque chose par soi-même, en soi-même. Souvent, en tant que résultat, le résultat dépend de cause. Il y a deux exemples basiques. On ne peut vérifier que ceci est le résultat permettant de vérifier une cause. Et sur la base de cela, de ces causes, on peut faire en sorte que l'effet soit certifié. Pourquoi? Pourquoi j'ai eu un bon repas? À cause de mon attachement à la nourriture, je garde les exemples de la nourriture. Un repas. Donc, comment est-ce que cela survient? Est-ce qu'on vérifie que c'est un bon repas sur la base de... Try that again. I'm mixing things up, excuse me. Verify doesn't apply here. It is two types. Let me start again. It's very hot. There are two types of dependent arising. Donc, il y a deux types d'existence dépendante. L'existence dépendante en termes de causalité. Et vous avez l'existence dépendante en termes d'une base qui fait que quelque chose puisse être vérifié. Le résultat ne peut survenir qu'en dépendance de ses causes. Et les causes ne peuvent exister qu'en dépendance des effets, puisque sinon ce ne sont pas des causes. Avoir un bon repas ne peut survenir qu'en dépendance de quelque chose quelqu'un qui l'a préparé.
qui a réuni les ingrédients aussi, etc. C'est une existence dépendante en termes de production indépendante. Et vous avez une existence dépendante qui dépend d'autre chose. L'existence dépendante en termes de le fait de se remettre à une base qui nous permet de vérifier quelque chose. Base d'imputation, une base vérifiée. Habituellement en français, on dit base d'imputation. On va garder. Et donc vous avez le tout et les parties. Je vois le visage d'Elisabeth. Je ne vois que le devant de son corps. Je ne vois pas l'arrière. Et sur la base de voir une partie, je peux vérifier que c'est Elisabeth. Je peux imputer Elisabeth. Si on entend une voix au téléphone, et donc cela nous permettre de vérifier que c'est Elisabeth. Mais donc on ne peut pas le faire sans qu'il y ait d'abord une base. Donc c'est sur la base de la connaissance de cette base elle-même qu'on peut en effet imputer Elisabeth, le parti par rapport, le tout par rapport au parti. La personne indépendante des agrégats, le corps, sur la base de cela. Je peux vérifier que c'est une personne, savoir qui c'est. Et donc l'âge ne peut pas être vérifié tout seul. C'est indépendance de quelque chose aussi. On ne peut pas savoir l'âge ou le vieillissement, etc., sans que ce soit quelque chose qui possède cet âge. Donc, ce type de choses, ces catégories. Non, pour savoir si l'individu lui-même appartient à cette catégorie ou non, si vous avez la catégorie chien, voilà. Est-ce que vous pouvez savoir si en effet les bergers allemands, les labradors, etc. font partie? Si on ne connaît pas d'abord la généralité chien, comment connaître les différentes particularités? On a ce type de dépendance, l'existence dépendante. Il y a des catégories, des sous-catégories de cela, qui sont définies en termes de des vues fausses, des conditions fausses au regard de l'existence dépendante. Ah non, ce serait par rapport au regard de la causalité. Par exemple, l'effet dépend de cause, non, bien sûr. Si vous voulez aller plus loin dans le karma, les choses adviennent en termes de cause. Donc, on se dira, tiens, c'est à cause de la chance. Ou il n'y a pas de raison. Ce ne sont pas des explications suffisantes. Et donc, il y a seulement des causes qui surviennent pour que les effets surviennent. Ensuite, la seconde compréhension de la causalité, c'est que d'une manière ou d'une autre, les différents types de résultats qu'on suit en dépendance des causes, ça fait partie du processus causal. Il y a un potentiel pour un résultat. Donc de penser que ce serait déjà établi, et non va à l'opposé de l'existence dépendante. Et donc l'exemple qu'on pourrait donner, parce que ça semble abstrait.
Disons qu'on a besoin de quelqu'un. Et on décide avant qu'on a eu une période difficile. On doit rencontrer cette personne, mais on ne veut pas vraiment. On pense que c'est déjà le type de rencontre que ça va être, comme si ça allait être pénible d'emblée. C'est des causes. Donc cette limitation, cet obstacle à rencontrer cette personne. Plus on regarde, on est rapproché. Le type d'expérience que cela sera, cela change. Parce que nous pourrions être en d'autres compagnies au cours de cette réunion. Ça pourrait être confortable. Une bonne nourriture, une mauvaise nourriture. La personne pourrait être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Nous pourrions être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Tous ces facteurs changent. Et donc, ce qui va advenir de manière effective pendant la rencontre, ce n'est pas préétabli quand on prend le rendez-vous. Et donc ça, c'est la vacuité d'une certaine manière. Il y a un vide. Et non, pour que cette réunion advienne, il est impossible que tout cela soit déjà établi. Cela ne va survenir que sur la base de tous ces facteurs qui changent tout le temps et qui vont affecter la réunion. Donc ça, c'est une conception fausse qu'on aurait au regard de la causalité et au regard de l'existence dépendante vis-à-vis de la causalité. Ce processus causal, on imagine que c'est déjà préétabli. Quand on dit l'entité, comme si c'était l'entité. Et donc, je ne trouve pas que ce soit une traduction utile. Une base qui nous permet de vérifier quelque chose. Et donc la première vue fausse au regard de cela, c'est expliqué en termes du soi. Que le soi ou la personne pourrait être vérifié de manière indépendante par rapport à une base. Donc cela survient automatiquement au sein de nous. Je dis, je connais Elisabeth. Comment est-ce que je la connais? Sans connaître une base pour cela. Et donc ici, c'est une simple désignation. Ce n'est pas que cela, et cela dépend d'une base. Ou réputer Elisabeth en dépendance de quelque chose. Et ça, c'est la première conception fausse. D'imaginer que ça pourrait ne pas dépendre de cette base. Cela survient de manière naturelle en plus. Quand on dit je veux que quelqu'un m'aime pour moi-même, pas pour mon look ou mon intelligence, mon argent, mes possessions. Je voudrais qu'on m'aime exactement que pour ce que je suis.
Ou j'apprends à me connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je vais essayer de trouver mon soi. Qui ne va pas être connu ou vérifié sans une base. Et donc, par exemple, quand on dit quand on est en Inde, j'ai été en Inde. Ça, c'est le premier niveau qui advient automatiquement. Et donc, ça ne peut pas être vérifié séparément. Et ensuite, une conception plus fausse, plus subtile, ce serait quelque chose qui pourrait être trouvable dans cette base, qui demeure là, qui n'attend que cela, que d'être vérifié. Y a-t-il quelque chose du côté de la base d'habitation? Par exemple, on va à nouveau utiliser l'exemple de Bernard Elisabeth. Y a-t-il quelque chose de son propre côté? Non, par exemple, qui établit que c'est Elisabeth. Est-ce que c'est écrit sur elle, le nom, le prénom? Donc, ça n'est pas trouvable de son côté. Beaucoup de choses, vous savez. C'est une gentille personne. Et donc, il faut avoir le concept de gentil pour dire que c'est une personne gentille. Ma définition de gentil pourrait être très différente de la définition de quelqu'un d'autre. Tu es très gentil parce que tu as fait une grande donation à mon projet. Ou tu es très gentil parce que... Et donc tu es gentil parce que tu me traites gentiment, de manière sympa. Donc toutes ces définitions privées ou individuelles, personnelles, qu'on emploie, mais on ne peut pas l'établir. Comme étant en train de s'asseoir à l'intérieur d'elle, cette définition. C'est ce qui fait que je suis capable de vérifier qu'elle est gentille. Il faut avoir d'abord le concept de la gentillesse afin de l'appliquer en dépendance de sa conduite pour vérifier qu'elle est gentille. C'est l'aspect le plus subtil de l'existence dépendante en dépendance d'une base d'imputation. Donc ça semble assez simple, mais pas du tout. Non plus on y réfléchit, plus cela fait sens. La causalité. Des choses qui fonctionnent ne peut survenir que parce que il n'y a rien du côté des causes qui détermine déjà ce qui va survenir. Et c'est très vrai en fonction de la causalité karmique. La causalité est discutée dans le bouddhisme. On ne parle pas nécessairement des lois physiques ou de fabriquer des choses. Karma. Les causes karmiques et les effets karmiques au sein de la causalité. Vous grossiez les choses, reviennent, ça on se dirait, bah tiens, il n'y a pas de raison. Ensuite, l'autre niveau qui est très subtil en réalité, c'est comment ces connexions sont faites et maintenues entre le temps
Nous avons agi au regard de l'impulsion karmique. On n'a pas nécessairement fait quelque chose, appliqué une méthode pour que cela survienne. À partir de cela, le karma, on ne parle pas de karma instantané. Le recours se cogner le pied, ça fait mal. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit quelque chose de mauvais à quelqu'un et quelqu'un me retourne le compliment. Ce n'est pas cela. Il y a un intervalle entre les deux quand on parle de la causalité karmique. Souvent, on parle de la distinction qu'il y a entre le fait de décider de quelque chose et effectivement effectuer cela. Je vais appeler ma grand-mère quand j'aurai un moment. Je dois faire cela. Ce type de connexion. Ça, c'est très, très intéressant. Et donc, comment est-ce que ça se maintient? C'est la cause. La façon dont c'est maintenu, c'est que les résultats karmiques ne sont pas fixes. On tend à penser que c'est inévitable. Si je tue un moustique, ma vie sera raccourcie. Je serai tué. Tout ce type d'informations que nous récoltons. Donc, quand nous avons manqué de savoir ce qu'étaient les résultats karmiques, ce n'est pas fixe. La forme sur laquelle elles vont se manifester n'est pas fixe. C'est pourquoi quand on parle des mérites, je préfère force positive ou potentiel positif. Et il y a aussi les forces négatives, les projections négatives. Et il y a toute cette structure ensemble. Une codépendance des choses variées que j'effectue. Elles vont s'influencer mutuellement. En termes de potentiel. C'est pourquoi on parle d'une structure. Si je tue un moustique une fois. Dans mon cas, je n'ai pas eu l'occasion de le faire au moins une fois, mais je pêchais avec mon oncle quand j'avais 10 ans. Mais je n'ai jamais plus pêché après. Mais le fait que je n'allais pas pêcher et que je n'avais pas choisi d'aller au marché pour qu'il y ait aller chercher des poissons, etc. Et donc ça, c'est très différent de la vie de quelqu'un qui est un pêcheur. Et tous ces facteurs qui influent sur la force du karma. Et donc, si vous le faites fréquemment ou pas fréquemment, etc. Ou si vous le faites avec des afflictions, ah, je déteste ce moustique, etc. Mais donc, quand on n'y réfléchit pas, on est en train de frapper sur notre poignet parce qu'on sera une piqûre, c'est très différent. L'accumulation. À chaque fois que nous le faisons, et quand nous agissons de manière différente, nous sauvons la vie d'animaux, etc. On les sauve
on sauve une mouche ou un papillon qui est à la surface de la piscine. Et on le met sur le côté de la piscine. Cela va changer l'effet, le résultat. Le résultat qui n'était pas sur le point de survenir encore, mais qui serait advenu en termes de potentiel qui aura mûri. Ce potentiel qui aura été complet. Mais chaque moment, en dépendance de ce que nous faisons et de nos états d'esprit, ça va changer. Quel type de résultat? Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Du mûrissement de l'effet, etc. Et en termes de purification. Et éviter les résultats, éviter que certains résultats surviennent. On les purifie. Il y a différentes méthodes. Et donc, comprendre la survenue dépendante. Si nous vérifions la vacuité, qu'il n'y a rien, en termes de résultats qui seraient préétablis, etc. On comprend l'existence dépendante, on comprend que la façon dont cela va survenir. Donc c'est relié de cette manière. Mais c'était par rapport un petit peu à l'existence dépendante et la vacuité. La vacuité, souvenez-vous, pour le système prasangika, c'est qu'il n'y a aucune chose réelle. Ce n'est pas une vacuité d'altérité, un verre vide d'eau, etc. C'est une vacuité de soi. Oui, le résultat déjà, mais le résultat peut se manifester. Au moins, mais ou cependant, voilà, est essentiel. Ça semble un peu paradoxal pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est l'ignorance qui nous bloque. Surtout quand on décide consciemment, ah non, je ne peux pas comprendre ça. On se dit, ah non, je ne peux pas comprendre ça. Et donc, l'existence dépendante et donc, je voulais parler de deux thèmes, en fait, aujourd'hui. C'est... avant de parler de cela, je devais parler d'autre chose. Souligner que penser en termes d'existence dépendante, en dépendance d'une base, donc on peut se débarrasser du terme imputation, pour l'instant. En tout cas, en français. Mais en français, c'est ce qu'on utilise de toute façon. Donc, essayez de garder à l'esprit que quand je dis imputation, ça veut dire vérifier en dépendance d'une base. C'est les choix terminologiques du traducteur, donc désolé. Donc, c'est d'imaginer que les choses ne seraient pas là. On pourrait se tromper si on dit l'imputation. On dit l'âge, le vieillissement, l'indépendance d'une personne ou des agrégats. Ce n'est pas optionnel. C'est une personne. Alors, j'ai un âge depuis que je suis né. Donc, ce n'est pas imaginer que quelque chose n'est pas du tout là.
Parce que là, cela renverrait à quelque chose qui peut être vérifié, mais pas de son propre côté, mais indépendance de quelque chose. C'est ça que veut dire une imputation quand on parle de cela en France. Donc, ici, c'est une désignation mentale, mais ce n'est pas la bonne connotation. Et donc, ici, on peut dire que c'est un peu compliqué ce thème de l'invitation, de la désignation conceptuelle, etc. Mais cela ne donne pas toute l'image. Et donc, il faut avoir une idée claire de ce que veut dire l'objet de négation. C'est ce qui va venir dans les classes suivantes. Les trois types de compassion que nous avons évoqués. Le troisième. Et pour chacun, vous avez la compassion pour les autres parce que ils souffrent. Ils ont les hauts et les bas du samsara en général. À cause de la saisie du moi et du mien. Donc, il y a une généralité pour toutes. Ces occasions. Ensuite, il y a l'impermanence subtile, le changement instantané en un instant. Et nous, on pense qu'il y a quelque chose au sein des choses qui fait que c'est cette chose, ou qui fait que je suis cela, que je suis moi. Donc ça, c'est une compréhension fausse subtile au regard de l'existence indépendance de base imputation. Quelque chose qui serait à l'intérieur de moi, qui ferait que je suis moi. Quand on regarde ces photos de nous-mêmes au cours de notre existence, et donc il semble qu'il y ait quelque chose qui fasse que je suis moi, un concept. Et donc cela correspond à ce concept. Et donc, en dépendance de ces trois types d'existence dépendante, non, pardon. Et donc, on comprend cela d'abord. On comprend qu'on change instant en instant, et on réalise cela. On se trompe, et à cause de cette erreur, on souffre. Le troisième, ça veut dire qu'on imagine qu'on correspond au concept de nous-mêmes. Or, il ne renvoie à rien. Oh, mais ou alors parce que vous croyez que vous souffrez avec ça. Et non, qu'avec la compassion, on comprend ça d'abord. Ensuite, d'après, on doit avoir une compassion. Et en prenant cet objet en disant que puisse-t-il être libre de la souffrance. Donc, ça n'a pas besoin d'être envisagé comme étant un objet qui change d'instant en instant ou un objet qui serait solide en face de vous. Donc, cette compassion est maintenue indépendante de la compréhension de ce qu'est cette compassion. Et donc, tout cela est mis ensemble. Les trois types de compassion et les trois types de compréhension qu'on peut avoir. Et donc, la cognition conceptuelle. On peut utiliser un exemple qui peut être utile pour la plupart d'entre nous, je dirais. Le concept d'amour. On a une définition de l'amour.
le souhait que l'autre soit heureux et associé aux causes du bonheur. Nous avons une classe d'objets, une classe de sensations que nous avons. On regarde ce que veut dire l'amour bienveillant. Une classe, une catégorie. L'amour bienveillant. Vous avez l'amour pour le pays, pour un chien, pour la voiture, pour les parents, les partenaires, les enfants. C'est une classe, une catégorie, différentes catégories d'amour, de bienveillance, d'amour, on pourrait dire. Et nous avons des exemples individuels pour cela. Et donc, qui comprennent cette définition. Ça, c'est une première chose. Et sur la base des définitions de caractéristiques définissantes, en fonction de ces exemples individuels, construisons conceptuellement une catégorie de l'amour. On pourrait être très sélectif dans nos exemples utilisés. On va dire, par exemple, on inclut seulement des exemples de aimer notre partenaire. Toutes ces choses. On veut que notre pays soit heureux, qu'il aille bien. On veut que notre voiture fonctionne bien. Qu'elle soit heureuse de cette manière. Enfin, ça, on les inclut dans ces exemples, dans ces définitions. Mais la définition de l'amour, on connecte une catégorie avec ce que cela veut dire que d'aimer son partenaire ou sa partenaire. Et encore, est-ce que ce concept correspond à cette catégorie? Ça, c'est la partenaire que j'ai aimé, ou alors l'idée qu'on en a. Et donc, c'est fondé sur ce qui est appelé des caractéristiques indicatives. Et donc, il semble indiquer qu'il y a de l'amour. Ça pourrait être l'attention, il ou elle est toujours là pour moi, elle montre de l'affection, et donc on partage tout, les plaisirs et le reste, les concepts personnels qu'on peut avoir, d'aimer quelqu'un qu'on aime ou qui nous aime. Ça peut être différent par rapport à quelqu'un d'autre. Pour eux, ça pourrait être d'autres catégories. Et cette catégorie, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme une négation affirmative. Quand elle exclut tout ce qui ne correspond pas à ma catégorie, il y a le reste. Et ces relations ne sont pas incluses dans cette catégorie. Donc ça, c'est le type d'amour que l'on va définir. Ça n'a pas de forme. C'est connu au travers d'une idée générique de ce que veut dire un partenaire qui nous aime. Donc on a par exemple
le compte qu'on a. Then we have what represents that. Et on a ce qui représente cela. Mais ce qui représente cela, c'est juste... Par exemple, quand je pense à Élisabeth, je ne peux pas penser tout ce qu'est Élisabeth en même temps. Il y a un problème audio. Right. Sound is okay? Le son est OK. Okay. I can't think of, of everything about Elizabeth in Et one thought. donc, je ne peux pas penser à tout ce qui est Élisabeth en une seule pensée. Représenter ce qu'est cette personne. Donc, en fonction de la base. Non. Something like that. Comme ça. So now, maintenant, you can understand, I think, je pense, a lot of problems come in. beaucoup de problèmes qui peuvent survenir dans les relations. J'ai ce concept, tu as cet autre concept. Et toi, tu ne corresponds pas à ma définition. Alors tu ne m'aimes pas. Et personne va dire, mais si, je t'aime. Sauf qu'avec une autre définition. La chose intéressante, c'est comment. Parce qu'en général, on se sent dans la sécurité par rapport à ça. Parce que c'est fondé sur une cognition fausse, une conception fausse. Et donc souvent, on pense que l'autre doit nous prouver qu'elle nous aime ou elle nous aime. J'ai dit, ok Dieu, je t'aime, etc. Et cela ne suffit jamais de le dire une fois. Vous voulez le reconfirmer encore et encore. Et comment est-ce que cela pourrait rendre les choses plus réelles si on y réfléchit? Tu m'achètes des fleurs. J'ai pas compris la phrase là. Désolé. C'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on espère? Et donc, il y a ces cognitions fausses. Et l'existence dépendante, bien sûr, est là, elle appartient là, avec la classe des choses, la catégorie des choses. Qui font que les différentes personnes que je pourrais aimer. Et donc, c'est toujours basé sur les concepts. Et donc, on ne peut pas survenir comme ça de leur propre côté, vous avez besoin de ce concept. L'existence dépendante. Et donc, de la désignation dépendante, cela fonctionne en dépendance de tout et des parties. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, en fonction d'une chose sur laquelle on se focalise. On tend à faire cela de manière terrible. Tu es revenu en retard à la maison, tu ne m'avais pas dit que tu allais être en retard et pourtant tu dis que tu m'aimes. Ça, c'est basé sur une chose. Et donc, on tend à extrapoler en fait. Ça, c'est une imputation mentale, une désignation mentale. Et donc, c'est aussi une dépendance dépendante. J'ai toute la chose. La dépendance est partie. Ça pourrait être incorrect. Qu'est-ce qui est l'objet à nier? L'objet de négation, c'est que ce concept, quand on dit une idée, c'est un concept, c'est pareil, hein, de l'amour.
d'un ou d'une partenaire qui nous aime. Qu'est-ce qu'on réfute? C'est que quiconque puisse exister de cette manière, qui correspond à ce concept, qu'il y aurait quelque chose, pas uniquement dans ma pensée, mais une personne véritable, effective, qui correspond au concept que j'ai pu retrouver. Oui, c'est là. Comme le prince sur son cheval pour les princesses qui ont écouté les contes. Et là qu'on est persuadé qu'il y a quelqu'un comme cela, ça c'est l'objet de négation. Si c'est une idée l'idée d'un chien, ou de quoi que ce soit d'autre, il n'y a rien de tel. On ne peut pas le trouver. Il n'y a rien à côté de l'objet qui le ferait être cela. Cela dépend en dépendance de... Cela existe en dépendance du concept. Et les concepts sont très étranges quand on y réfléchit. L'exemple d'une émotion, c'est très bien. Parce qu'on exprime tous beaucoup de choses. Pour les comprendre, on les divise en termes de différentes émotions. Tiens, ça c'est apprécier quelqu'un, ça c'est aimer quelqu'un, ça c'est ennuyeux. Il n'y a rien du côté de nos sensations qui fait les limites pour que cette chose soit concrète. Les catégories concrètes. Donc c'est très utile parce qu'on peut communiquer. On peut exprimer des sons arbitraires. Et ce qu'on appelle des mots qui véhiculent un sens. Et donc qui sont destinés à des personnes qui ont des significations similaires. Et comprendre. Et on les met dans un dictionnaire. Et on croit que les choses existent dans des boîtes, comme un dictionnaire. Mais rien n'existe dans ces boîtes, ce sont des concepts mentaux, des constructions conceptuelles. C'est un petit peu de contexte par rapport à ce que le motif va renvoyer. Je ne sais pas dans quel détail il ira. Il faut aller dans la logique. De voir jusqu'à quel point c'est vrai ou pas à vérifier. Pas simplement vérifier sur la base. Eh bien, mon enseigneur l'a dit. La maître l'a dit, donc ça doit être vrai. Ça, c'est de la supposition correcte. On croit que c'est vrai, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, il faut être décisif pour le comprendre de manière effective. C'est ce qui nous aide à croire à la vacuité. De voir que on projette des déchets et il faut trancher tout cela, stopper tout ça. C'est juste totalement du non-sens. C'est la façon dont c'est décrit. Il faut trancher cela. C'est cet objet de négation qui est totalement imaginaire. OK. C'est peut-être des explications suffisantes.
Et donc, si vous avez des questions. Yes. Oui, Rinpoché a parlé des voix qui mûrissent et des voix qui libèrent. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le reprendre et le développer un peu? Boy, I really didn't understand what you just said. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Did you understand what she said? Not really. Speak into the microphone. So, Rinpoche spoke about liberating path, ripening path. Oh, Could you elaborate a little bit, please? Right. The a path. Une voie, That's the literal translation. c'est une traduction. Une voie, c'est une façon pour l'esprit de comprendre quelque chose. Ce n'est pas un chemin. C'est une façon de penser, c'est une façon de comprendre les choses. C'est une cognition. Et ce qui permet de mûrir, c'est une façon de parler de cause en réalité. Vous avez les voies qui permettent de mûrir le continuum pour être en mesure de comprendre la faculté, employer le raisonnement, pour que cela mûrisse et que cela devienne une voie libératrice, être libre de ce dont on cherche à se débarrasser. Et donc, ce qui mûrit, ça veut dire qu'on joue sur les causes pour obtenir quelque chose. Et donc, pour obtenir un abandon, non, ça veut dire que c'est comme si on abandonnait quelqu'un ou quelque chose, un enfant sur le bord de la route, etc. Se débarrasser de quelque chose, s'il n'existe pas. Et une voie libérée. Ou une voie libératrice, pardon. Et donc, c'est quand on est débarrassé de cela. Et une voie qui mûrisse, ça peut être temporaire, une solution provisoire, ou une solution plus profonde. In the same way this morning, in the text, Dans le there was a texte ce mention matin, of the il y avait la perishable mention de la est-ce que tu peux m'écrire collection ça, excuse-moi? transitoire. C'est par rapport, tu sais, le chapitre 6, strophe 120. Merci. It's very complicated, I'm sorry. That's why it's going to help me. Okay. Ok. Est-ce que tu peux So juste... it was about this verse, Nyom Kyrian Jigsaw. Yes, Jigsaw. And then she has some difficulty to understand how do you say the perishing network. Right. Okay. The aggregates, our body and mind, are Et donc, les agrégats, le corps et l'esprit, sont cet ensemble transitoire. Et donc, c'est cet ensemble de choses qui font que nous avons une expérience. Et donc, ces facteurs qui changent. Et la structure, ou on peut dire la collection, c'est fait de plusieurs parties. L'interaction de ces parties, les agrégats, etc. Toutes ces parties, les moments de cognition. Et donc là, l'erreur, c'est de penser qu'avec le soi, qui ne change pas, statique, qui n'aurait pas de partie, et qui pourrait être connu sans dépendre de quoi que ce soit, sans dépendre de ces agrégats. Et donc pourtant cette base, elle change et elle a des parties. Et on ne peut connaître cela qu'en dépendance de cette base. Donc imaginez qu'on ne pourrait pas, on pourrait s'en passer, c'est une vue fausse, qu'on pourrait comprendre la personne sans appréhender les agrégats, etc. Et donc cette vue,
Et donc, est-ce que c'est moi? On vérifie si c'est moi ou pas, ou est-ce que c'est toi? Est-ce que j'ai dit ça ou est-ce que c'est toi qui as dit ça, etc. Ce type de choses, on vérifie tout. Regardez une personne. On identifie une personne quelque chose qui change et qui a des parties. Donc, on identifie nous-mêmes en apparence du corps. Par exemple, je suis jeune, je suis fort, je peux encore faire ci ou ça, autant que je peux. Quand j'étais jeune, et donc il y a toujours des séquences dans mon existence, etc. Et donc nous, on a l'impression qu'on ne change pas, etc. Cela ne correspond pas. Par exemple, quand on dit ma mère a Alzheimer, elle ne peut plus faire quoi que ce soit, reconnaître les gens, elle ne sait plus comment s'allonger, etc. Et donc, un commentaire de ma sœur, c'était de dire, bah, ce n'est plus ma mère. Ce n'est pas vrai. C'est toujours notre mère, mais elle change. Les choses changent encore et encore. Vous avez le moi qui semble posséder ce corps, être le possesseur. Je possède une voiture, je possède de l'argent, je possède quoi que ce soit. C'est comme si c'était un moi solide qui était le possesseur. Et ce que l'on n'apprécie pas, c'est cette vue de l'Atman, qui vient des vues non-bouddhistes, qui disent. Et donc vous avez la Samkhya en premier. On pourrait dire que la plupart des écoles philosophiques indiennes, non-bouddhistes, diront que le soi, on doit réaliser que le soi est séparé du corps, de l'esprit, des choses comme ça. Et à ce moment-là, vous serez libéré. Le soi n'a pas ses caractéristiques. Du point de vue de l'école Samkhya, tout l'esprit, la matière et l'esprit, tout ça, ce sont des transformations de trois qualités qu'on trouve dans la médecine ayurvédique, etc. Ou dans les Védas, etc. Rajas, Tamas et Sattva. Les trois gunas. Et le soi lui-même n'aurait pas de parties, il est dénué de parties. Il faut réaliser que le soi est différent de tout ça. Et le soi ne change pas. C'est ce qui est réfuté. Et dans les Vedanta, vous avez cette mention de l'Atman, tel qu'il vient d'être présenté, etc. Et vous avez aussi le Brahma, vous avez toutes ces variations de cette chose-là, de ce concept. Et le Bouddha dit, ce n'est pas comme ça. Certaines de ces caractéristiques, la chose est intéressante, c'est que le soi connaît les choses. Il y a une école philosophique qui dit, chez les Samkhya, qui dit l'Atman a la qualité d'une conscience générale et utilise le corps,
les sens, etc. Spécifiquement. Et les Nyayika ou l'école Nyaya disent ah non, le soi ne reconnaît rien, il utilise le cerveau, etc. pour connaître les choses. Mais le bouddhisme dit, eh bien, conventionnellement, nous connaissons des choses. On peut dire, je ne sais pas ou je sais, en dépendance de la cognition, la conscience. C'est là où nous allons dans des vues incorrectes ou la conscience mentale. D'un certain point de vue, c'est une conscience qui connaît. Et d'un autre point de vue, c'est la personne. Ce serait la caractéristique définition de la personne qui peut être trouvée dans la conscience. On se dit ça, c'est toujours moi, d'une vie à l'autre. Ça, c'est l'existence dépendante subtile qui réfute cela. Comme quoi on pourrait trouver quelque chose dans les agrégats qui serait moi. Mais c'est un paradoxe. On peut connaître les choses. Et donc, ce n'est pas quand on dit je sais ou je vois, il n'y a pas que le je qui voit et voit en apparence de la conscience, mais il n'est pas du côté de la conscience. Donc la conscience n'est pas ce phénomène qui fait que je suis moi. C'est ce qui permet au moi de connaître. J'ai besoin de réfléchir à ça. Et donc sinon, c'est ce qui est réfuté. De penser que le moi serait cette conscience. Quelque chose qui serait du côté de l'esprit comme étant moi. Souvent, on s'identifie bien sûr avec notre esprit. Et donc, on peut simplifier jusqu'à une des consciences, la conscience mentale. Ah, parce que c'est une voix qui parle dans notre tête. Comme s'il y avait un moi qui était là. Il n'y a pas de moi là. Vous pouvez disséquer le cerveau, vous ne trouverez pas ce moi. Il n'y a pas de cœur au sein du cerveau qui serait moi. Donc ça nécessite certaines discussions, bien sûr. Donc ce que vous voulez réfuter, ce serait quelque chose qui serait à l'intérieur de l'objet qui le ferait être ce qu'il est. Ce n'est que ceci et cela parce qu'il y a le concept de ceci et cela. Si on n'a pas le concept, et donc on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas s'éloigner des concepts parce que c'est notre langage. Et non, on doit être en mesure de communiquer. Et surtout, tout le monde n'a pas toujours les mêmes concepts de ce que veut dire un mot. L'exemple qu'on a utilisé, c'est je t'aime, tu ne m'aimes pas, etc. Eh bien. Et donc, les personnes vont définir l'amour différemment. Autre question? C'était une petite question par rapport... C'était une petite question par rapport au long exemple que vous avez développé autour du concept de l'amour. Et vous l'avez développé. Mais est-ce que ça changerait quelque chose
si cette, on va dire, proposition qu'on entend de plus en plus quand même dans le monde scientifique et qui parle en fait de, alors je ne suis pas spécialiste, mais d'odeurs qu'on dégage, de, de choses extrêmement chimiques, biologiques, et que l'on retrouve dans le comportement animal. Est-ce que ça changerait quelque chose dans la façon dont vous présentez cet exemple? She said, summarize, I, what's the essence of the question? I heard but not understood. J'ai entendu mais pas compris. You understood? Tu as compris? Oh, very good, thank you. But hopefully. So the question was about the idea of love, and you said that there was different concepts of love that one person defines one way or the other. Yeah. And then the question was if there was some kind of different elements, for instance, a smell or sort of vibe in some ways that would be physical in a way, that would, if I understand her, indicate that, would that make a difference? Est-ce que je traduis correctement? Alors, ce que je veux juste résumer, c'est que la question que vous posiez, c'est la différence entre un concept de l'amour, ou avec une différence de concept, ou bien des traces physiques d'une sorte ou d'une autre qui correspondraient à ce concept. Le concept qui a été développé était sur le fait que la base, elle était extrêmement subjective. Donc l'amour, ça n'existe pas, c'est franchement. Mais s'il y avait une base, je dirais plus concrète, plus scientifique, plus physique, est-ce que ça changerait quelque chose dans la présentation de cette émotion, de cette... Still back into the same idea that would that be if there was a sort of a physical markers in a way of this love, would it make a difference? Well, there is no findable physical marker. I mean, you could say physique, pheromone, tel que les phéromones you're attracted to, but qui nous attirent, the pheromone les phéromones que chaque personne. Et donc elles sont différentes en fonction des personnes, celles qui les attirent, etc., en fonction des espèces aussi. Et il y a une différence. Si vous dites, ouais, bien, est-ce qu'il y a une apparence physique? Aryadeva made a very nice line. He said that if a pig finds its partner, si par exemple un cochon trouve son partenaire, est-ce que ça fera la même chose ou pas? C'est toujours relatif. Donc ce sont des indications, mais elles ne sont pas définitives. Donc, par exemple, si c'est une personne qui est, comment dire, cette personne ne ressent pas les phéromones, etc., comment pourrait-elle, à ce moment-là, identifier l'autre? Donc là, bien sûr, c'est difficile avec, ce qui est difficile avec l'amour, c'est qu'en général, c'est une connexion avec l'attachement. Le désir obsessionnel et l'attachement. Le désir obsessionnel, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Ça regarde quelque chose qu'on n'a pas. Et l'attachement, on pourrait dire, c'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. On l'a. On ne veut pas le lâcher, on veut le garder, etc. On n'est jamais fatigué d'avoir ceci ou cela, on n'en a jamais assez. Donc on peut dire, on dit qu'on ne dit pas assez je t'aime, etc.
that's often mixed with love. Et donc, c'est souvent mêlé avec l'amour. So what we're aiming for Alors, ce is que nous a love which is unbiased. cherchons, c'est un amour non biaisé avec ça. And that's very difficult. Et donc, c'est très difficile. So that's why we have these practices of C'est pourquoi on a ces pratiques de l'égalisation de soi avec autrui. and imagine Et on imagine being at a dinner table être à une with table, somebody that you're on mange, really attracted et il y a to, quelque chose, quelqu'un vis-à-vis duquel vous êtes très attiré, quelqu'un où vous ne pouvez and a total pas supporter stranger. cette personne. C'est totalement étranger What would our emotions be? au regard de ce que sont How nos would we émotions. handle that dinner? I mean, this is one of the Comment traiter avec ces dîners ou ces déjeuners? C'est une pratique pour développer l'équanimité. not attracted to some, Ne pas être attiré par telle personne, or indifferent. être repoussé par quelqu'un, etc. That's very difficult to C'est très imagine. difficile d'imaginer cela, I mean, you de can se passer de imagine tout that, ça. but I mean, On to peut l'imaginer à la rigueur, sort out mais the feelings that we would have d'envisager les sensations qu'on pourrait avoir. having to have that dinner with these different people. Donc, d'avoir à traiter avec ces différentes personnes. Anyway. Yes. J'ai une question peut-être paraître un petit peu bizarre, mais les phénomènes dépendent de causes et de conditions. Si ces conditions-là ne sont pas présentes, le phénomène n'existe pas ou n'apparaît pas. Qu'en est-il de la vacuité elle-même? So, So the question would be, phenomena depend on causes and conditions. If those causes and conditions are not there, then phenomena can arise. Right. And is it the same with emptiness or voidness? Sorry. Yeah. Well, voidness doesn't depend on causes and conditions. la vacuité ne dépend pas de causes et conditions, mais elle dépend d'une base. You can't have On ne peut pas an absence of impossible avoir ways une of existing without absence d'un objet de négation a sans que ce soit something that is devoid quelque of that. chose qui est dénué de cela. So the voidness of La vacuité de my mon right hand and my de left ma main hand, droite et de ma main gauche. from the point of view of voidness, Du they're point de vue de la the vacuité, same kind of on thing. parle d'une même catégorie de choses, mais les bases sont différentes. My right hand is not my left hand. Ma main droite n'est pas ma main gauche. They're both hands, but they're Les not deux, the ce sont, same les hand. deux sont des mains, mais ce n'est pas la même main. So, Donc, but I can't know hand mais je ne peux pas connaître without, main sans seeing, this avoir vu this thing. ces trucs-là. So voidness can't exist by itself. Now, Ça ne peut pas exister de son propre côté, en soi. Vaibhashika and Sautrantika Les say Vaibhashika et les Sautrantika disent que, in order to afin de focus on se focaliser voidness, sur la you have vacuité to ou le non-soi, simultaneously il faut se focaliser en même temps sur une base You simultanément. can't have them separate. On ne peut pas les avoir You séparément. can't think of it separately. On ne peut pas les envisager séparément. And starting with the Mahayana Et donc, schools, à partir des écoles mahayanistes, Sautrantika, Siddhamatra, and Prasanna, Swatantrika Madhyamaka et Prasangika Madhyamaka, first you tout focus d'abord, on the basis, on doit avoir la base, then mais the next moment just on au moment d'après, voidness. on a It doesn't mean that the voidness exists by itself. la vacuité, bien sûr, ça certifie la vacuité, mais ça ne veut pas dire que la vacuité existe de son propre côté. Si vous voyez quelqu'un marcher
vous voyez, vous ne voyez qu'une haute partie du corps. Quelqu'un, cela va dire qu'il n'y a pas la partie basse du corps. Vous voyez juste la personne a passé à travers la fenêtre. Vous n'êtes pas capable de voir les deux en même temps, en un seul moment. Vous ne voyez pas le haut et le bas parce que la personne passe à hauteur de fenêtre. La vacuité n'existe pas séparément de sa base. Mais elle peut être connue en dépendance de l'apparence au cours de l'égalité méditative. C'est la vacuité. Et donc une absorption totale dans la vacuité. Ça, après cela, vous avez la base qui survient une fois que vous sortez de cette absorption. Mais la base va va apparaître de manière trompeuse. Que dans une seule condition, la base qui apparaît à cause de nos limitations, elle apparaît comme étant auto-établie. Et la vacuité, qui est l'absence d'auto-établissement, c'est l'absence de quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas avoir la présence et l'absence de quelque chose en même temps pour une perception directe. Et alors que pour le Bouddha, il peut observer les deux vérités inséparablement, simultanément. Ça ne veut pas dire que le Bouddha ne peut pas connaître la vacuité et les phénomènes autres que la vacuité en même temps. Au contraire, ça peut survenir pour lui. Donc, ce dont il parle, c'est que seul un Bouddha peut se focaliser sur la vacuité, de la vacuité et la vacuité de tous les phénomènes en même temps. Donc, sur la vacuité des phénomènes, et donc sur la même vacuité, du point de vue de la vacuité, mais en fonction des bases. C'est différent. Et pourquoi les Bouddhas sont capables de le faire? Parce qu'il faut connaître la base d'abord. Et donc, sur la base des phénomènes. Donc, un seul Bouddha peut connaître tous les phénomènes, et donc la vacuité de tous les phénomènes en même temps, et la vacuité de la vacuité. Et donc, c'est ce que veut dire réaliser les deux vérités en même temps, et directement. Sinon, c'est impossible. Une autre question sympa? Par rapport à la méthode que vous avez évoquée brièvement, juste avant, l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, du Bodhisattva Shantideva. C'est quoi la question? Oui, oui. The fourth point is the actual exchange of self with others. Obviously, it's not I am you, you are me. Donc il y a l'égalisation effective entre soi et autrui. C'est quoi si on dit que je ne suis pas toi, tu n'es pas moi? Qu'est-ce que l'échange, l'égalisation de soi avec autrui? Tout le monde veut être heureux et personne ne veut être malheureux. Donc, la différence entre mon souhait d'être heureux et mon souhait de ne pas être malheureux et le souhait de quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, c'est ça qui fait que nous sommes égaux. Pourquoi ne pas penser aux autres de la même façon que je pense à moi, qui sur la base de cette raison? Qu'est-ce qui m'empêche de faire cela? C'est que ce corps, par exemple, on pense que c'est nous, ce corps. Or, ce n'est pas à nous. Il vient des cellules mâles et femelles des parents, et donc de quelqu'un d'autre. Si on peut prendre soin de ce corps qui vient des substances d'autrui, quelle est la différence entre cela et prendre soin de quelqu'un d'autre, du corps de quelqu'un d'autre qui ne nous appartient pas, d'un autre corps? Oui. N'importe qui.
L'exemple que j'emploie souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on n'hésite pas à nettoyer le nez qui coule de notre enfant avec notre doigt, mais on ne le fait pas avec un SDF dans la rue? Quelle est la différence? Ou même nettoyer les fesses de notre bébé et ne pas le faire pour quelqu'un d'autre. Seules certaines infirmières le font. Quelle est la différence? C'est une explication qui semble être possible. Pour se convaincre que nous sommes capables de penser de cette manière, de prendre soin de quelqu'un d'autre, de la même façon que nous prenons soin de nous. Il nous reste 4 minutes si vous avez une dernière question. En ligne peut-être? Non? Une question brève? Rapide. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre le Dharmakaya, Dharmata et Dharmata, Dharmata I heard it in a teaching like few days et before. Dharmadhatu? Like the way they explain when they say the term is like Ça of va être expliqué nature. comme étant la nature de Bouddha. Dharmadhatu. D'abord, Dharmakaya. Il y a deux aspects de cela. Il y a la condition omnisciente de Bouddha et l'autre, c'est la combinaison entre la vacuité de cet esprit. Donc, ce sont les vraies cessations. Il n'y a jamais eu d'existence véritable de l'esprit du Bouddha. Ça, c'est le Swabhavika ou Swabhavakaya, le corps de nature. Dharmadhatu, c'est la sphère de la réalité. C'est un synonyme pour la vacuité en général. Donc, quand on entend cela comme étant une explication de la nature de Bouddha, donc, comme on l'a dit, la nature, ça a été ajouté par les Chinois, mais il ne semble pas que ça existe en tibétain ou en sanskrit. Le terme originel, c'est... Il y a deux types de facteurs causaux. Et donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de la nature de Bouddha. Et donc, ça veut dire le facteur causal qui nous permet d'obtenir l'éveil. Le premier, c'est... Et ça veut dire c'est la nature de Bouddha proliférante qui va se développer encore et encore avec les mérites, etc. Et donc, qui sont dédiés vers l'obtention de l'éveil. Sinon, ça ne fait que nous faire renaître dans les samsaras. Et une condition plus profonde. Et c'est une condition non conceptuelle de la vacuité. Mais quoi qu'il en soit. Et donc, ça doit être accumulé. Accumulation de sagesse, accumulation de mérite. Et donc, toutes ces forces positives que nous accumulons, et on va devenir le corps de forme. Et la compréhension de la vacuité va évoluer vers la sagesse primordiale, le Jnana Dharmakaya. Et ensuite, qu'en est-il de la vacuité et de l'esprit du Bouddha? C'est ce qu'on appelle la pureté naturelle, ça veut dire qu'elle n'a jamais été souillée par l'existence inhérente. Et donc ici, c'est la même vacuité d'une certaine manière que la vacuité de notre esprit. Le Dharmadhatu, c'est
Voyez à cela la vacuité de l'esprit ou en général la vacuité de tous, de n'importe quoi. Et quand on a ce système des 5 types de sagesse primordiale, oui, vous avez la sagesse qui discerne, la sagesse qui est le miroir, etc. Et celle qui apprend l'information, donc celle qui voit les structures, celle qui égalise, celle qui connaît individuellement les phénomènes, celle qui connaît quoi faire pour accomplir ceci et cela. C'est la sagesse toute accomplissante. Donc la sagesse égale au miroir, la sagesse de l'égalité, la sagesse discernante, la sagesse égale au miroir. Ensuite, la sagesse de Dharma Dhatu, la 5e, qui connaît les choses plus profondément. Comment les choses existent correspondamment et du point de vue de la nature ultime, ou de la façon dont les choses n'existent pas ultimement. Et donc on a terminé. Est-ce que vous connaissez la signification de la strophe? Ok, pas là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? Ça veut dire que nous offrons tout, l'univers tout entier, tel qu'il a été conçu dans la cosmologie indienne ancienne. Tout le monde, pour que tout le monde soit en mesure d'obtenir une terre pure, être capable d'écouter le Dharma. 7 jours sur 7, H24. À partir des Sambhogakaya, les Bouddhas. Et ils n'ont pas besoin de manger, pas besoin de dormir, pas besoin de faire quoi que ce soit. Et puis, tous les êtres avoir ces circonstances pour cela. C'est pourquoi je vais tout offrir pour cela, dans ce but. C'est symbolisé par ce qu'on récite ici. C'est ce que nous récitons en réalité, pas simplement la signification littérale. C'est l'offrande de mandala. Ok? C'est pas juste, c'est pas juste des syllabes, etc., ou des mots, etc. Ok?